Et dans le face-à-face aujourd'hui, André Berkoff reçoit l'essayiste que vous connaissez, auteur de ce nouveau livre raisonnablement sexiste. C'est aux éditions Magnus. Laurent Oberton est avec nous. Bonjour Laurent Oberton. Bonjour. Alors Laurent Oberton, écoutez, moi j'ai... Évidemment, à chaque fois, vous nous surprenez, et c'est bien. La France Orange Mécanique, c'était il y a plus de 10 ans. Beaucoup de livres, Guérilla, les 3 tomes de Guérilla, où vous annoncez quelque chose dont tout le monde espère que ça ne se passera pas, mais on peut dire que ce qui a frappé dans vos livres, c'était le vraisemblable était là, et le possible, hélas, est là. C'est clair. Et alors là, vous passez dans un autre domaine, raisonnablement sexiste. Alors, je vous le disais hors antenne, mais je le pense, c'est un livre passionnant, mais qui pour moi n'est ni raisonnable, ni sexiste, parce que, et vous l'avez dit, et honnêtement, moi j'aurais tout à fait mis ce titre en couverture. Votre titre, c'est « Remettre les hommes et les femmes à leur place ». Je trouve ça à la fois provocateur et très, très, très dans la ligne de ce que vous avez dit, ce que vous avez écrit dans ce livre. Mais alors d'abord, Laurent Oberton, alors on ne s'occupe plus de la France Orange Mécanique, on ne s'occupe plus des origines, on s'occupe des incivilités, on s'occupe plus de la guerre, on s'occupe des hommes et des femmes. C'est quoi? C'est un repli sur la cellule familiale. Je rappelle que vous êtes marié, que vous êtes père de 3 enfants, vous avez 39 ans. Qu'est-ce qui vous a amené d'abord à se dire, allez, on va un tout petit peu parler, même un peu beaucoup, parler de la famille, de la fidélité, de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet naturellement central dans la vie et que si ce sujet me passionne depuis toujours, et à force de prendre des notes et d'observer, je me suis dit qu'il fallait franchir le pas et voilà et y aller et et rassembler tout ça dans ce livre. Et c'est un sujet vraiment qui couvre l'intégralité de nos existences. Et souvent, j'ai constaté que beaucoup de gens étaient très brillants dans leur domaine, dans leurs loisirs, dans leur profession, et avaient beaucoup moins de clairvoyance du point de vue conjugal, sentimental, ou même de leur vie intime. Voilà, ou même des simples différences entre les sexes, etc. Donc, avec ce qu'on voit à la télévision, le féminisme, la théorie du genre, tous ces débats-là, il m'a paru important de clarifier un peu tout ça. Alors c'est très intéressant parce que, et quand je dis que ce n'est pas raisonnable aujourd'hui, c'est même sulfureux, vous dites écoutez, la fidélité ça a du bon. Incroyable, comment on dit ça. Après vous dites les hommes sont les hommes et les femmes sont les femmes. Et vous savez que pour beaucoup moins ça, J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, s'est fait marginaliser. Alors vous persistez, vous signez et puis vous allez encore plus loin. C'est-à-dire, ce que vous voulez dire quelque part, qu'il y a eu quoi? On a oublié la biologie, on a oublié ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, et vous ne souhaitez pas revenir en arrière parce que vous parlez effectivement de structure, d'honneur, de volonté. Vous dites attention, c'est pas la faute à X, Y, c'est votre faute si vraiment vous partez dans tous les sens. C'est quoi ce qui s'est passé? Il y a eu une conflagration, éparpillement, façon puzzle à la Audiard. Qu'est-ce qui a fait que c'est parti dans tous les sens? Et vous vous dites, eh bien, il y a quand même des structures qui sont là, et ce sont lesquelles? C'est ça, je pense qu'on a prêté à l'environnement beaucoup trop d'importance. C'est comme vous l'avez dit, c'est plus à la mode. Simplement, un homme, une femme, une famille, la fidélité, ce genre de valeurs ne sont passées de mode. Il suffit de regarder, vous allumez votre téléviseur, vous regardez les séries de Netflix. On nous fait bien comprendre que on est, enfin pour ceux qui défendent ces valeurs-là, en voie de disparition et une sorte d'archaïsme qui entrave le bonheur et l'émancipation de tous. Et moi, je pense que il faudrait prendre du recul par rapport à ça, se rappeler que nos actes ont des conséquences et que les comportements intimes en ont sans doute beaucoup plus que d'autres. Nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes le fruit d'un héritage biologique plus que millénaire, même millionnaire. Depuis que l'homme est l'homme, enfin, oui, et même avant cela, nous avons un passé animal auquel on ne peut pas échapper si facilement qu'on le voudrait. Et les écrans, c'est très bien, ça peut être utile, mais il faut parfois savoir se regarder en face. Le singe doit se mettre à nu et se regarder dans la glace, et ainsi il pourra se comprendre et peut-être se comporter de manière un peu plus
intelligente pour lui. Et malheureusement, c'est pas trop le cas aujourd'hui. Et alors justement, qu'est-ce qui a explosé, qui fait que effectivement les rapports entre hommes et femmes, et on va en parler juste après cette petite pause, on va entrer dans le vif du sujet, si l'on peut me permettre cette expression, et se dire, c'est vrai, entre hommes et femmes, qu'est-ce qui se passe et qui est inadmissible pour certains et au contraire qui est la nostalgie pour d'autres. On continue ce face-à-face avec Laurent Oberton qui est notre invité du jour et puis avec vous aussi, comme d'habitude 0826 300 300. À tout de suite. Aujourd'hui en librairie, le nouveau livre de Laurent Oberton, raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place aux éditions Magnus. Un livre provoquant, un livre choc, comme on dit, c'est un cliché, mais c'est un cliché qui s'applique. Mais alors, quand vous dites, Laurent Oberton, remettre les hommes et les femmes à leur place, c'est-à-dire quoi? Les femmes à la cuisine, les femmes en train de garder les enfants, les femmes préparant le petit repas du mari, etc., etc., et se faisant coquette, ou c'est pas ça du tout? Non, ce serait plutôt leur rendre leur pouvoir de décision et d'indépendance, justement, sans chercher à de force les faire rentrer là où on voudrait que les assigner. Les hommes comme les femmes, et l'ère du temps est à cette tendance, justement, le féminisme n'a plus grand-chose de libérateur en ce qu'il prétend régir la vie des femmes, la vie professionnelle, la vie même sentimentale, la sexualité. On doit se comporter de telle manière pour être à la mode aujourd'hui. Et à partir de là, à partir du moment... Les hommes comme les femmes. Bien sûr, à partir du moment où vos libertés sont lourdement suggérées par un conditionnement médiatique, politique, social, eh ben on peut plus parler de liberté. Donc c'est pas, on n'assiste pas à une réelle émancipation, bien au contraire à mon avis. C'est-à-dire, en quel sens, par exemple, vous avez vu, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, on l'a reproché à un député du Rassemblement national qui dit les femmes, il disait ça à condition qu'elles le veulent, bien sûr, enfin les femmes à la maison, on peut, non, il disait exactement, une femme peut, sans être déshonorée, s'occuper de ses enfants, sans qu'elle soit pour cela traitée de tous les noms, et on l'a évidemment, lui, traité de tous les noms pour avoir avancé cela. Ce que vous dites, en fait, c'est qu'on assigne à résidence aussi bien les hommes que les femmes dans des schémas préétablis par le politiquement, l'éthiquement, le familialement correct, le sexuellement correct, c'est ça? Exactement, on le voit, toute la production culturelle aujourd'hui en témoigne. On voit bien que le mode de vie à l'ancienne est ciblé et ringardisé, et raillé. Et souvent, je pense que beaucoup d'individus vont se conformer à ces schémas suggérés par la production culturelle. Je parlais de Netflix, mais Netflix est une très forte influence sur les jeunes adolescentes, par exemple, notamment en matière de sexualité. Quand une jeune adolescente regarde ces séries Netflix, il lui est tout est fait pour lui faire comprendre que le meilleur moyen d'exister, de faire quelque chose de sa vie, est d'avoir une sexualité beaucoup plus débridée que ce qu'elle a. Alors, on peut jouir sans conséquence, on va dire. Justement, non, mais c'est intéressant parce que vous les regardez, moi aussi, Laurent Oberton, on est nombreux, mais que disent en fait les séries Netflix sur l'essentiel? Il faut se comporter comment selon Netflix et selon... Alors, si vous êtes un homme gravement hétérosexuel et de surcroît blanc, vous devez de toute urgence vous déconstruire, c'est le minimum. C'est-à-dire vous devez réunir à peu près tout ce qui fait votre passé, vos valeurs, etc. Vous devez vous aplatir devant le politiquement correct et devenir le combattant de ce que vous représentez. Vous devez complètement vous renier, un genou à terre et même plus si affinité. Et culpabiliser d'être... Voilà. Et on vous fait bien sentir que la valeur, c'est la diversité, c'est les sexualités, les minorités genrées, voilà. Tout ça est très à la mode et fait de vous quelqu'un d'exceptionnel. Et si vous n'y arrivez pas, si vous n'avez pas cette bonne volonté, vous pouvez au moins essayer de multiplier les partenaires, les nouvelles expériences, quelque chose qui vous démarquera des valeurs bassement traditionnelles et rétrogrades. Et pour les femmes ? Les femmes sont priées évidemment de renoncer à le fait
La fidélité, d'un point de vue féminin, c'est quasiment l'oppression patriarcale. Donc vous êtes prié plus vite que ça de tomber le maillot et de multiplier les partenaires. Et ce faisant, évidemment, le public cible de ce genre de série n'a pas du tout le recul sur les conséquences de ces actes que ça va avoir dans leur vie. Et malheureusement, c'est une illusion complète d'émancipation qui va les rattraper. Oui, alors justement, vous dites, et vous consacrez plusieurs chapitres à ça, vous dites, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la fidélité, c'est quand même une vertu. Je pense Parce que... vous parlez d'un effort, vous dites que ça existe. Bien sûr, ouais. Mais si on veut que ce couple ait une grande valeur, il faut prendre sa part, il faut se comporter en conséquence. Il suffit pas d'exiger de l'autre à peu près tout ce qu'on est incapable de faire et de lui crier dessus quand ça se passe pas bien. C'est un engagement, c'est un contrat à deux, et chacun est tenu, pour honorer son partenaire, en premier lieu, de s'accomplir lui-même, d'être digne, d'être le plus digne possible de cet engagement. Et ainsi seulement, il aura de l'estime pour son partenaire et pour lui-même, etc. Et je pense encore que ça peut nous être utile à nous, primates quasi sociaux que nous sommes. En fait, c'est intéressant parce que ce que vous dites, au fond, c'est qu'on ne parle que des droits, on ne parle pas des devoirs. Ah oui. Et vous dites, il est temps de se rendre... On parle beaucoup de liberté au sens... Mais on ne parle pas de responsabilité. Et vous insistez beaucoup dans ces domaines où, en général, on ne parle pas beaucoup de ça, en tout cas, dans les années récentes. Vous dites, attendez, il y a des devoirs et il y a des responsabilités. Comment vous les formulez ? C'est le drame d'une société infantilisante où on a l'impression que, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre faute, l'État ou qui que ce soit va s'occuper de nous, va réparer les conséquences, et c'est pas grave, c'est pas nous, c'est la société, c'est la police, c'est le chômage, je sais pas quoi. Et finalement, l'individu se trouve notoirement dépourvu des conséquences de ses actes, donc il redevient un enfant qui n'a aucune vision temporelle à long terme et qui va faire tout ce qui lui passe par la tête en se disant que de toute façon, peu importe les conséquences, puisque je ne suis pas responsable. Et justement, si on réhabilite la notion de responsabilité, c'est seulement là qu'on va avoir la fierté et l'accomplissement des adultes autonomes. Malheureusement, il y en a de moins en moins, mais c'est pareil, je pense qu'une société digne de ce nom se doit de marcher vers des individus fiers, responsables, et qui mesurent pleinement la conséquence de ce qu'ils font. Alors justement, qu'est-ce qui fait que vous dites il y en a de moins en moins? Est-ce qu'il y a vraiment de moins en moins? Est-ce que au-delà du tintamarre médiatico-spectaculaire, est-ce qu'il y a de moins en moins de gens? Parce qu'au fond, c'est quoi? Par facilité, il dit attendez, déjà on a assez de charges, vous n'allez pas encore nous mettre des charges, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Il faut bien qu'on s'amuse. La vie, elle est aussi faite de divertissement au sens non pas pascalien mais vrai du terme. Est-ce qu'il y a de ça, ou est-ce que au fond le tissu quand même, je ne dirais pas traditionnel, est toujours là? Je pense que ça s'est bien étiolé. Les grands repères anthropologiques qui structurent la société s'effondrent les uns après les autres. On peut parler d'église, mais on peut parler aussi de famille, et on sent bien que sans ces repères structurels, sans la transmission, le clan, des zones géographiques ancrées dans notre histoire, on sent bien que les individus sont un peu perdus et que finalement ils sont dans cette société liquide, sans vraiment but ni dessein, et ils préfèrent, plutôt que de s'interroger sur le sens de tout ça, je pense, se divertir massivement, et donc attraper la récompense là où elle est, qu'elle soit de nature, la drogue, les écrans, les loisirs, le sexe, voilà, tout est bon à prendre pourvu que on s'occupe, et encore une fois qu'on oublie que tout ça a des conséquences, qu'on oublie pourquoi on est là, qu'on oublie ce qu'on veut transmettre, l'image qu'on veut donner, etc. C'est sans doute plus pratique à court terme. Alors justement, on va en parler, parce que sortir de là, est-ce que c'est retourner, je ne dirais pas en arrière, c'est revenir à ses valeurs? Parce que ce que vous dites, c'est un peu Dieu est mort, la famille est morte, et moi-même je ne me sens pas très bien, quoi. C'est pour paraphraser Mark Twain. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Et Esteban avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, évidemment, et chers auditeurs, vous connaissez le numéro si vous voulez poser une question à notre invité qui est Laurent Oberton aujourd'hui. Un numéro 0826 300 300. À tout de suite sur Sud.
Alors, Laurent Oberton, entrons aussi justement dans les détails de ce livre qui, encore une fois, est très intéressant parce que il fait polémique au bon sens du terme. C'est-à-dire, on pose la question, au fond, pendant des siècles, les places de l'homme et des femmes ne se posaient pas. C'est bien qu'on le pose. Je crois qu'à un moment donné, le mouvement féministe a eu totalement sa légitimité. Il faut quand même le dire aussi, hein, c'est vrai. D'un autre côté, aujourd'hui, bon, c'est très très bien, ça a explosé dans tous les genres. On ne sait plus, on dit que si un homme ça veut rien dire, une femme ça veut rien dire. Les bijoux, on voit très bien parent 1, parent 2 qui remplacent hommes et femmes. On voit très très bien les toilettes, etc. Le sport féminin qui est en train d'exploser parce que des hommes ayant fait leur transformation, enfin des hommes trans, s'appellent Julia au lieu de s'appeler Joe, et évidemment raflent toutes les places à la course à pied, à la natation, etc., etc. Enfin, mais au fond, ce que vous dites surtout, c'est on ne sait plus où on habite, quoi. C'est ça. En tout cas, beaucoup de gens ne savent plus où ils habitent et comment leur faire retrouver justement des habitations ou leur habitation. Oui, parce qu'à force de militer pour l'indifférenciation, de dire finalement une femme c'est un homme contrarié un peu, qui est empêché et qui c'est une femme contrariée. Oui, et voilà, et inversement, et que finalement il y a plus les sexes sont une construction sociale, etc. Évidemment, on a un peu de mal à s'y retrouver, et eh bien c'est les aspirations individuelles profondes qui sont contrariées, puisque on sent bien, on parle de mouvement libérateur, mais petit à petit qui a pris une teinte de plus en plus autoritaire, et ce sont des injonctions finalement à se comporter de telle ou telle manière sans tenir compte de nos volontés profondes, de notre intérêt biologique d'être vivant. Et à partir de là, on ne peut que aller sur la mauvaise pente et mal vivre tout ça. Le thème de contrariété est d'ailleurs assez présent dans ce livre, et c'est vraiment en tant qu'homme contrarié, non par moi, non par ma vie, mais parce que ce que je voyais, ce que les autres refusent de voir, que j'ai écrit ce livre. Et quand vous dites ce que vous voyez, ce que les autres refusent de voir, encore une fois, c'est intéressant. Vous ne vivez pas à Paris, vous vivez en France. Et est-ce que ce phénomène, parce qu'à un moment donné, on pouvait dire, oui, ce phénomène, enfin, tout cela concerne des minorités dans les grandes villes, et tout le reste n'est pas touché. Mais vous dites qu'avec les réseaux sociaux, la télévision, tout ça, enfin, beaucoup de monde sont touchés, évidemment, parmi les jeunes surtout, mais vous dites, vous, ce n'est plus un phénomène marginal, en fait. Oui, alors, c'est-à-dire que les thématiques progressistes, en quelque sorte, oui, sont majoritaires dans le monde qui compte, qui va parler aux masses, c'est-à-dire le monde de la culture, les grands médias, les universités, les sciences sociales, etc. Dans ces milieux-là, c'est la bonne couleur idéologique. Il faut être progressiste, woke, etc., militant LGBT, transactiviste, etc. Pour avoir la bonne panoplie, pour être dans ce monde-là bien à sa place, il faut, c'est presque, voilà, c'est un laissez-passer. En revanche, dans le reste de la population majoritaire, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Le fameux Gaulois réfractaire est toujours bel et bien vivant, mais évidemment, on l'entend pas. C'est comme disait l'autre, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Là, c'est parce que simplement l'équité d'expression n'existe pas, et dans son jardin, Monsieur Moyen n'a aucun moyen de communication. C'est pas lui qu'on va choisir pour faire passer dans les journaux télévisés pour exprimer son point de vue là-dessus. On sait très bien. Donc, un mouvement idéologique qui est minoritaire, fortement marginal numériquement, a un pouvoir de communication et de conditionnement et d'intimidation, puisque j'utilise le mot sexiste, mais ça fait partie, dès que vous évoquez des différences, des simples différences entre les hommes et les femmes, voire même l'existence d'hommes et de femmes, vous êtes déjà, pour ces militants des grands médias, vous êtes déjà dans le sexisme. Donc, mais vous savez, moi je raconte, mais c'est une histoire qui m'est absolument arrivée dans un débat, pas ici. Je me rappelle, et j'avais lancé comme ça en boutade, j'ai dit, est-ce que vous croyez que moi, mâle blanc hétérosexuel, et là je m'excuse, hein, je demande pardon évidemment, et je bats ma coulpe avec ma discipline, j'ai dit, est-ce que j'ai quand même assez peu de chance d'avoir un cancer de l'utérus un jour? Et une personne, mais très sérieusement, lançait ça comme une boutade, et il disait, mais ça prouve que vous êtes transphobe.
C'est la cagophobe. Mais absolument, absolument. C'est extrêmement grave. Et maintenant, on est tenu de ne plus parler de ne plus dire les femmes ont des utérus, mais on parle de personnes dotées d'un utérus. La femme disparaît de plus en plus derrière ces nouvelles catégorisations. Et d'ailleurs, c'est très riche d'enseignements, mais quand vous demandez à ces activistes de définir ce qu'est une femme, ils en sont totalement incapables. Puisqu'évidemment, ils ne peuvent pas recourir à la biologie, puisqu'il est évident que chacun peut être ce qu'il veut, ce que bon lui chante, etc. En fait, il supprime la biologie, quoi. Oui, et quand un haltérophile homme vient à une compétition de femmes et dit « je m'identifie en tant que femme, je veux faire cette compétition », eh bien, vous ne pouvez pas lui dire non, sinon vous êtes gravement transphobe. Et ça devient très, très compliqué d'organiser des choses... des manifestations. Ouais. C'est extrêmement préoccupant, oui. Et alors, justement, vous, à la fin de votre livre, vous en parlez, parce qu'effectivement, vous préconisez quoi, en fait, Laurent Oberton? Vous dites, face à cette situation, on fait quoi? En tout cas, les pistes que vous tracez. Alors, sans préjuger des situations personnelles de chacun, chacun peut bien s'identifier ce qu'il veut, du moment qu'il ne nous force pas à l'identifier en autre chose que ce que nous le voyons, tout va bien, chacun est libre. Mais moi, je reviens toujours, c'est mon obsession, à l'individu. Le lecteur va me demander, en lisant ce livre, il y a des constats, je veux des solutions. Et s'il me les demande à moi, c'est déjà qu'il refuse de les chercher par lui-même, et c'est déjà un problème. Et encore une fois, la notion de responsabilité est cruciale. C'est à nous de nous comprendre, de quel bois nous sommes faits, pourquoi ça ne va pas, ce qui ne va pas, sans toujours accuser le partenaire, penser à se regarder un peu dans la glace, et travailler sur soi, et s'améliorer, et ainsi peut-être... notre vie sera plus heureuse et harmonieuse et on évitera de commettre un certain nombre d'erreurs. Ça, c'est vraiment le message fondamental de mes derniers livres et que j'essaie de développer à la fin de celui-ci. Et alors justement, oui, ça fait quelques livres où vous... En fait, ce que vous dites, vous, c'est prenons-nous en main, quoi, quelque part. Ah oui, parce que le défaut du français, le français râle, le français n'est pas content, le français critique, etc. Mais... très rarement, le français attend quelque chose de lui-même, se s'implique. Il va accuser Macron, il va accuser l'État, le machin, le libéralisme et tout ce qu'on peut imaginer du moment que ce n'est pas lui. Alors que quand même, notre existence, on a plus de portée sur elle que n'importe quel fonctionnaire quand même, enfin pour l'instant en tout cas dans ce pays. Clair. Donc il faudrait peut-être utiliser ce levier qui est facile, qui est accessible. Voilà. Mais malheureusement, on manque peut-être un peu de courage. Le divertissement, c'est plus agréable. Et en attendant, voilà, on se lave les mains de notre État. Et ce qui est passionnant, alors, justement, vous parlez de cette idéologie, de toutes ces idéologies, et elles ont envahi effectivement les médias, la publicité, la politique. Et ce qui est étonnant, est-ce que ça ne vous frappe pas par rapport à, justement, moi je voudrais, est-ce que vous voyez une homothétie ou un parallélisme entre vos livres, je dirais, de guerre, entre guillemets, guerre et insécurité, La France Orange Mécanique et tous les autres, et Guérilla, et puis tous les autres que vous avez écrits et qui vous ont fait connaître, est-ce qu'il y a, en fait, est-ce que c'est une guerre, là aussi ? Ah oui, on est dans une guerre culturelle de l'information. Vraiment une guerre totale, quoi. Oui, et réellement une guerre qui est menée aux consciences les plus intimes, puisque cette accusation de sexisme n'est pas du tout innocente, c'est comme l'accusation de racisme et d'autres, c'est que on vous empêche d'avoir une pensée libre et complète sur ces sujets qui sont cruciaux. À partir du moment où pèse sur vous cette menace de déviance, d'accusation, donc de mise à l'écart, d'ostracisme qui terrorise les animaux domestiques que nous sommes, eh bien à partir de là, il n'y a pas de débat démocratique, ça n'existe pas, c'est simplement un concours, c'est celui qui va vous faire le plus peur, qui va réussir à vous intimider. Et je ne pense pas que même dans ces milieux militants, il y ait tant de gens qui soient convaincus par ces idéologies, mais simplement ils font comme si, parce qu'ils ont peur, et donc suivre est plus rentable. Et Monsieur Moyen fait exactement la même chose. Il a tendance à avoir peur d'être accusé, il n'a pas envie d'être traité de sexiste, donc il dit ah oui, bon bah si on me dit que les hommes et les femmes c'est plus compliqué que ça, je veux bien le croire du moment que j'ai pas d'ennui. Et donc il y a sur ce point de vue une guerre culturelle qui est faite à la population. Oui, je ne veux pas être aligné comme étant sexiste ou oppresseur ou etc. ou transphobe, raciste, tous ces anathèmes. Voilà, donc je vais suivre la meute, quoi. Enfin en tout cas voilà. Exactement, on va se ranger au discours qui semble être majoritaire, en tout cas le plus puissant, celui qui a le pouvoir
pouvoir de vous accuser, donc de vous briser socialement, et personne n'a envie de ça, on a tous des choses à perdre. Donc on a tendance à rentrer dans le rang et à faire semblant en tout cas de voir ce que voient ces militants. Esteban, je crois que nous avons des auditeurs. Oui, vous êtes nombreux à nous appeler aujourd'hui au standard et c'est Emmanuel de Pessac qui nous appelle. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour Monsieur Oberton, je vous suis, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous écouter et bonjour à toute l'équipe bien sûr. En fait, je pense que c'est un processus qui date depuis très longtemps puisque on a coupé la tête du roi qui était le représentant de Dieu en France en tout cas. On a détruit la nation, on détruit la famille, on détruit l'individu. En fait, on veut nous rendre comme des ilotes. Alors, je vais vous donner la définition d'ilote, c'est personne asservie, réduite à la misère et à l'ignorance. En détruisant la famille, on détruit évidemment la transmission. Moi, j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, etc. Ils m'ont transmis énormément de choses, notamment ils étaient résistants, donc sur plein d'autres sujets. Mais en fait, le processus, c'est de rendre les gens complètement nomades. Comme disait Attali dans une de ses sorties, il y aura les supranomades qui pourront faire ce qu'ils veulent, la classe moyenne qui espérera atteindre les supranomades, mais qui n'y arriveront jamais, mais qui auront surtout la peur d'être déclassés. Donc tout ça, c'est quand même de la destruction contrôlée. La religion, la nation, la famille, l'individu, et maintenant on s'attaque aux enfants, il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les écoles en France, en Belgique et ailleurs, c'est absolument inadmissible. Oui, les choix à 7 ans de changer de genre ou de sexe, etc. On est dans le triangle de Kaplan en fait, hein. On est dans le triangle de Kaplan, et le triangle de Kaplan c'est tout simple, hein. C'est le bourreau, la victime et le sauveur. Oui, intéressant. Laurent Berton. Merci en tout cas de m'avoir fait intervenir et merci pour vos émissions fabuleuses. Merci. Et merci Monsieur Berton. Merci à vous. Oui, il faut bien comprendre que ce militantisme, c'est une compétition morale à qui ira le plus loin dans le pouvoir que procure cette autorité sur la population. Si on parvient à faire changer l'esprit des gens, à les faire douter de leur sexualité, à modifier leur comportement, réellement à les contrôler, on a du pouvoir, et ce pouvoir est recherché par les créatures humaines. C'est évidemment un pouvoir qui est destructeur, puisqu'il s'exerce aux dépens d'une population, mais c'est comme ça. Et tant qu'il y aura une forme de résistance, de fixité, de structuration chez la population, elle pourra être ciblée sur tous ces points faibles, on va dire. Ouais, c'est vraiment c'est très passionnant de voir cette lutte. C'est vrai, c'est une guerre civile dans tous les sens du terme, hein, chaude d'ailleurs. C'est pas une guerre civile froide, c'est une guerre civile chaude, mais très très intéressante. Et au fond, par exemple, c'est intéressant par rapport à guérilla et compagnie. Regardez par exemple, c'est cet affrontement qui est là et que tous les progressistes ne veulent pas voir entre islamisme radical et LGBT. Il est évident que l'islam radical, par essence, trouve absolument criminel l'homosexualité, les LGBT et compagnie. Ils le disent. Enfin, et ils font semblant, lorsque c'est politique ou autre, justement, c'est un des aspects, et ça, Laurent Oberton, qu'au fond, au nom de ses croyances, au nom de ses directions, ces gens-là ne sont pas du tout faits pour... et en même temps, ils font des luttes provisoires, chacun dans l'intérêt de régler les comptes de l'autre après. Oui, c'est extrêmement compliqué quand on a des féministes qui vont faire la guerre au cartable rose et qui seront extrêmement discrètes sur le harcèlement de rue, les violences, les viols, les tenues islamiques, etc. Et vu de l'extérieur, ça paraît grotesque à quel point il y a là un énorme décalage, mais elles aussi n'ont pas envie d'être accusées par une puissance d'accusation encore supérieure, et tous ces petits groupes s'entremenacent en permanence, et on voit qu'il y a d'énormes dissensions au sein même des mouvements, les fameux mouvements LGBT, puisque certains disent qu'il faut les réserver aux femmes, d'autres que les hommes homosexuels prennent trop de place, etc., d'autres que les trans voudrait tout contrôler. Enfin, discrimination à tous les étages. C'est infernal. Est-ce que je suis encore à l'antenne? Oui, Emmanuel. Oui. Excusez-moi, j'avais juste une dernière chose. En fait, tout ce que vous décrivez, c'est le fait de pouvoir créer des guerres horizontales pour éviter qu'on regarde au-dessus, de savoir qui sont les vrais responsables. Parce que tout ça, c'est quand même financé, que ce soit pour les migrants ou que ce soit pour tous ces mouvements. Il y a bien des finances derrière. Et ça, on s'y intéresse jamais. Créer des guerres horizontales, c'est éviter de lever la tête pour savoir qui les finance et qui les provoque. Laurent Berton, vous êtes...
ces mouvements existent aussi parce qu'ils sont extrêmement lucratifs. On a des militants, je sais pas, comme Rokhaya Diallo, qui passent leur temps dans les grands médias uniquement du fait de son activisme. Donc à partir du moment où ça vous donne une telle posture, une telle puissance, il n'y a pas de raison de s'en... Et aussi une puissance effectivement sonnante et trébuchante, sous forme d'émoluments impressionnants. Donc vous avez toutes les grandes marques qui veulent se mettre du bon côté de la force, qui vont appuyer tout cet activisme, les super productions, enfin encore une fois, la mondialisation qui gagne en quelque sorte. On peut exemple d'ailleurs, et encore une fois, aucun jugement de valeur, Assa Traoré et Louboutin. Ah ouais, exactement. La marque Louboutin, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Louboutin est estimé, voilà, c'est une figure iconique, quel que soit ce qu'on peut penser, bon, c'est pas un problème, et ben on la prend. C'est-à-dire ça, c'est la force suprême du capitalisme ou de connivence ou autre, en disant mais attendez, cette personne est là, on parle d'elle, et ben on va la subventionner. Et personne dans l'entreprise n'osera dire peut-être on devrait être prudent, etc., parce qu'elle serait suspectée de racisme, de pas soutenir la cause, etc. Et donc personne n'osera s'opposer à une telle chose. Oui, c'est ça. Sinon, il passe. Je crois que nous avons un. Est-ce que nous avons. On va continuer de cet entretien avec Laurent Berton et avec vous, chers auditeurs, juste après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Dernière ligne droite sur Sud Radio. Vous êtes bien dans Berkhoff, dans tous ces états. On est ensemble jusqu'à 14h. Laurent Berton est notre invité du jour. Et puis Arthur Demelin nous appelle. Bonjour Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour. On vous écoute Arthur. Merci de m'avoir en ligne, monsieur Berkhoff et monsieur Berton, enchanté. En fait, ma question, c'est que moi-même, en fait, je suis un jeune de 25 ans et je remarque que ma génération réfléchit par le biais de prismes idéologiques et je me demande en fait comment faire pour amener les jeunes de ma génération à penser par eux-mêmes, à développer leur propre opinion, au lieu de ramener du bon sens au lieu de fonctionner que par prisme idéologique. En fait, j'ai l'impression que ma génération se sent dans l'opposition alors qu'elle est dans cette idéologie dominante et elle pousse certain nombre d'idées en fait qui sont relayées par les médias et j'aimerais qu'on pense plus par nous-mêmes, en fait. Voilà. Oui, voilà esprit critique, exactement. Bien sûr. Laurent Berton. Très intéressant, en effet. On constate que, je parlais des sciences sociales tout à l'heure, la magie noire, comme disait Renaud Camus, là, dans ces milieux-là, on a des jeunes qui sont persuadés d'être les plus anticonformistes possibles, alors qu'ils se suivent tous, se copient tous, s'imitent tous, et ne font que reprendre tout ce que déverse sur eux l'idéologie progressiste dominante. Et parce que ça paye dans leur milieu, c'est-à-dire si on veut être bien vu, si on veut avoir nos amis là-dedans, on fait ça. Et c'est même pas réfléchi, on se persuade que les raisins sont trop verts et on va adhérer à ces croyances, on va les faire nôtres. C'est facile, ça coûte pas cher de s'indigner, c'est très simple, c'est très reposant, on réfléchit pas. C'est beaucoup plus difficile de faire une démarche, de se dire que peut-être il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la biologie, qui peut être intéressante, et de réfléchir sur la réalité de ce que nous sommes, pourquoi on fait ça, même pourquoi on adopte ces postures militantes, parce qu'elles sont lucratives. Il faut toujours chercher les intérêts des uns et des autres. Quand on les comprend, ça va beaucoup mieux. Et voilà, c'est ça qu'il faut essayer d'enseigner. Beaucoup de recul par rapport à ces mouvements, mais c'est très difficile parce que la puissance de feu de l'université, de Netflix, nous est très supérieure. Très forte, ouais. Ce que vous dites là par rapport, et faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, mais cette espèce d'influence extraordinaire, il faut pouvoir avoir l'esprit critique pour résister, parce que si on n'est pas dans la vague, il faut du courage, quoi, quelque part. Exactement, c'est beaucoup plus difficile d'être contre le courant que plutôt de se laisser aller, surtout si en plus on a la posture qui va bien, celle du rebelle. Un jeune ne peut que rêver de ça. Malheureusement, il n'y a pas plus conformiste que cette jeunesse-là. Ce qu'appelait, que Philippe Muret appelait les rebelles de confort. Ah, exactement. Ou les mutins de Panurge. Les mutins de Panurge. C'est pas mal aussi, effectivement. Mais Laurent Berton, est-ce qu'aujourd'hui, là vous avez écrit ce livre, et je crois qu'encore une fois, il va susciter, et il le mérite, de bonnes discussions et franches discussions. Mais est-ce qu'on peut encore discuter? Parce que le vrai problème, c'est qu'on constate que les débats qu'il y a aujourd'hui, c'est soit trois formules où on peut
peut parler pendant 2 minutes et demie et s'échanger des punchlines. Mais sur le fond, avoir le temps de développer, parce qu'un débat, c'est pas seulement un échange de horions et se traiter de tous les noms, c'est vraiment de prendre le temps du débat. Est-ce que ce débat peut avoir lieu et où, à votre avis, dans quel média, dans quel genre de média? Bah, c'est très difficile en réalité, puisqu'on parle de monde qui ne se croise que pour s'invectiver en quelque sorte, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'indigné, il veut pas aller sur le fond, ça n'intéresse pas. Pour lui, vous êtes problématique, comme on dit maintenant. Vous l'êtes physiquement, enfin sexuellement, tout ce qu'on peut imaginer, et vos mots, n'en parlons même pas. Donc on ne débat pas avec l'ennemi, on le combat, etc. Donc c'est même pas possible d'entamer un début de dialogue. Ouais. Donc le sceptique qui commence à en avoir marre d'être insulté va finir par faire pareil. Et va envoyer paître le militant progressiste et ainsi de suite. Et donc il y a pas de dialogue constructif possible entre ces deux mondes. Donc moi je préconise d'être modeste et de viser ceux qui semblent se poser des questions sans être embrigadés de tel ou tel côté. Et il y en a beaucoup en réalité. Beaucoup de Français n'ont pas réellement d'avis ou d'opinion. Hein. Ils s'adaptent à l'ère du temps. Ils font ce qui est prudent. Et peut-être que beaucoup de militants en apparence favorables à toute cette idéologie progressiste n'attendent que le virage du banc de sardines pour suivre et dire mais j'ai toujours pensé comme ça en réalité. Ça c'est très possible aussi. On le voit chez certains intellectuels aujourd'hui, par exemple sur la mondialisation, tout ça, ils reviennent un peu, ils se posent des questions, que ce soit sur le narratif Covid, le narratif Russie-Ukraine, etc. On voit que, et ils se disent peut-être que le banc de poissons est en train de changer de courant. Mais y compris sur l'immigration, il y a des positions qui deviennent très difficiles à tenir. Ouais. Et on sent bien qu'il y a des ballons d'essai qui sont lancés et que quand un mouvement général aura lieu, ça peut aller très vite et ça peut surprendre, ça peut évoluer très rapidement. Oui, absolument, parce que le retour de balancier se passe. Laurent Oberton, après Raisonnement sexiste, mais à qui je souhaite beaucoup de succès, en tout cas beaucoup de lecteurs, il le mérite. Vous allez retourner à la guerre de guérilla ou pas? Je sais pas, parce que un chapitre supplémentaire s'est écrit sans moi cet été avec l'affaire Naël. Ouais. On a vu les émeutes qui se sont produites et tout le monde me demandait, ça y est, c'est en train de se passer. Mais malheureusement, on est déjà dans une situation comme ça depuis plus 2 décennies au minimum, et je vois pas du tout les choses s'améliorer sur ce plan. Moi, j'ai écrit ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, j'espère que ce sera pour conjurer le sort et que, oui, évidemment, et pas que ça se passe. Non, bien sûr. Mais vous êtes aussi, parce que la dernière fois que vous êtes venu, on avait parlé guérilla, etc. Vous êtes toujours quand même aussi pessimiste en disant la marmite bout, le couvercle tremble, ou vous dites que ça peut rester comme ça encore quelques années et puis on ne sait pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'inertie de la machine. C'est un petit peu l'inertie du Titanic, j'ai l'impression. L'appareil d'État, les médias, Big Brother, etc. Ils sont dans cette course idéologique. On parle d'immigration, par exemple. Et concrètement, on va avoir des discours, on va avoir des Darmanin qui vont nous promettre des OQTF, des petites choses comme ça pour endormir un petit peu la population. Mais en réalité, on continue à aller dans le mur à très grande vitesse. Et j'ai l'impression que si virage il va mettre un certain temps quand même de ce point de vue-là. Donc ça, c'est pas du tout fait pour me rassurer. La situation vraiment est très très compliquée. Ouais. Eh bien écoutez, en tout cas, en attendant, lisez Raisonnement sexiste. Elle est compliquée, elle aussi, la situation entre hommes et femmes, mais c'est hommes et femmes, mais c'est très passionnant. Merci Laurent Oberton d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre Raisonnablement sexiste, c'est publié aux éditions Magnus. Demain